Bonjour, je suis Marie Drucker. Vous écoutez Au bout de l'enquête, le podcast. On les appelle cold case, ces affaires classées réputées insolubles. Elles résistent parfois plusieurs dizaines d'années aux enquêteurs, avant qu'un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permettent de retrouver la trace des coupables. Ce matin du 8 décembre 1986, Martine Escadellas, une ravissante jeune femme de 24 ans, se prépare chez elle à Ramonville, dans la banlieue de Toulouse, pour sa journée de travail. Personne ne la reverra plus. Très vite, les enquêteurs comprennent que c'est ce qu'il est convenu d'appeler une disparition inquiétante. Du sang est retrouvé dans l'escalier et la cave de l'immeuble, mais le corps reste introuvable. 30 ans plus tard, une mystérieuse lettre va relancer cette saga judiciaire. Vous écoutez l'affaire Martine Escadellas, première partie. Le matin à 7h45, René Grandot, journaliste à la Dépêche du Midi en 1986. Martine Escadellas prend sa voiture, elle amène son compagnon Thierry jusqu'à l'arrêt de bus et ensuite, il y a beaucoup d'interrogations. Moi je prends le bus pour aller travailler et puis bon... Thierry Milicevic, petit ami de Martine en 1986. Martine elle rentre, elle s'en va et elle va à la maison pour se préparer. Vraisemblablement, elle est revenue chez elle. Elle a garé sa voiture sur le parking intérieur de la résidence. Il y a des éléments qui sont étranges. Le fer à repasser allumé était posé sur la planche à repasser. C'est dangereux. Le petit déjeuner était prêt ou en cours de consommation. Et plus de nouvelles. Ce 8 décembre, j'appelle son travail parce que je voulais que Martine m'achète une course pour moi. Nicole Saint-Blanca, sœur de Martine. Là, on me dit, si vous voulez, Martine n'est pas là. Je trouvais bizarre. Hein. Et de là, j'essaie d'appeler à l'appartement de Martine et bien sûr, ça ne répondait pas. J'appelle donc Simone, ma sœur. Et de là, elle me dit, je suis pas très loin, je vais me rendre chez Martine. C'était 15h45 à peu près. Simone Escadellas, sœur de Martine. Je suis allée sur les lieux et là j'ai rencontré la femme de ménage qui faisait du ménage. Et elle me dit, je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit, elle me dit, mais il y a du sang partout. Donc je suis montée jusqu'à l'étage de Martine, j'ai entendu le téléphone qui n'arrêtait pas de sonner. Je suis redescendue avec cette dame, nous sommes allés à la cave. Et là, en fait, il y avait pratiquement toutes les caves ouvertes. Et là, on en a trouvé une où il y avait des bijoux cassés, une poche plastique avec beaucoup de sang. Et là, voilà, je me suis dit qu'elle était morte. Je ne savais plus où j'habitais. Je suis ressortie. Je suis allée voir un commerce en face qui m'a amenée à la gendarmerie de Ramonville. Et moi, quand j'arrive, il y avait tout le monde. Hein. Il y avait les gendarmes, il y avait le procureur, il y avait tout ça. Thierry Milicevic, petit ami de Martine en 1986. J'ai eu un choc. J'ai eu un très gros choc. Je ne savais plus où j'habitais, je ne comprenais pas. J'essayais de comprendre et j'y arrivais pas. Et je comprends pas. Je comprends pas. Je suis carrément sur le choc et tout. Et je ne sais plus, puisqu'après, je pète un peu les plombs. Je sais qu'après, ils font venir un docteur, ils me font une piqûre justement pour me calmer. Martine, c'est une jeune femme très jolie. René Grandot, journaliste à la Dépêche du Midi en 1986. Qui a un travail de secrétaire, qui a une vie tout à fait, banale, la vie de tout le monde, quoi. Elle a un copain. Ça faisait déjà presque 8 ans qu'on était ensemble. On a pris un appartement qui était du côté de Ramonville. Les projets, on les avait, puisque déjà, on a un compte commun, on avait un appartement, on commençait sur l'arranger. Puis on démarrait, parce qu'on avait juste des petits boulots comme ça, on démarrait dans la vie.
Martine était la dernière d'une fratrie de 4 enfants. Nicole Saint-Blanca, sœur de Martine. Martine était quelqu'un de très généreux, très douce, coquette. Martine était toujours prête à rendre service aux autres. Elle se rendait tous les week-ends chez les parents. C'était la petite dernière, le rayon de soleil de tout le monde. Martine, ce n'est pas quelqu'un dont le passé a un relief particulier. C'est pas quelqu'un qui a été impliqué dans des affaires délictuelles, criminelles ou quoi que ce soit. Enfin, c'est la parfaite jeune femme de la région toulousaine. Madame, monsieur, bonsoir. Martine, une jeune secrétaire de 24 ans, a disparu depuis une semaine à Ramonville-Saint-Agne. Une disparition plutôt mystérieuse. Traces de sang sur les murs et sur les escaliers dans son appartement. Et enfin, Martine serait partie subitement en laissant son fer à repasser branché et son petit déjeuner intact. Lorsqu'on apprend cette information, on commence à aller enquêter sur place. La plupart du temps, les gens disparaissent, on ne sait pas pourquoi, ni comment. Et ils ne laissent rien derrière eux. Alors que là, les traces de sang, ça implique très très rapidement qu'il y a un gros problème. Donc on voit que côté gendarmerie, il y a effectivement une prise en charge rapide et importante de cette disparition. On ne comprend pas. René Saint-Blanca, beau-frère de Martine. On a fait l'hypothèse de la fugue, on a dit l'accident. Je crois que les enquêteurs ont appelé tous les hôpitaux du coin. La gendarmerie met le paquet. Exploration du canal du Midi, de la Garonne, avec des plongeurs. René Grandot, journaliste à la Dépêche du Midi en 1986. Un hélicoptère et même survole la zone. Enfin, c'est les grands classiques des recherches de la gendarmerie. Et tout ça ne donne rien. À 8h30, une voisine qui habite à l'étage au-dessus, au 4e, entend des cris dans l'escalier, du bruit. Elle sort. C'est une femme qui est médecin, je crois. C'est cette voisine du dessus. Maître Frédéric David, avocat de la famille. Qui entend des bruits, qui entend des cris, qui ouvre sa porte, qui a ses enfants qui sont prêts à ce qu'elle les amène à l'école, et qui viendra dire que dans un angle de vue constitué par le garde-corps sur lequel elle se penche et elle regarde l'escalier, extrêmement réduit. Et elle aperçoit un homme accroupi sur quelqu'un, vraisemblablement Martine. Mais bizarrement, ce témoin, pour des raisons incompréhensibles d'ailleurs, ne bouge pas, ne bronche pas. Cette voisine qui entend des cris n'intervient pas. Elle referme sa porte et rentre chez elle. Quelques minutes plus tard, elle ressort avec ses enfants et descend au sous-sol prendre sa voiture. De nouveau, elle entend des appels qu'elle distingue mal. Et encore une fois, elle ne réagit pas et quitte l'immeuble. Le témoignage de cette femme va avoir un rôle déterminant dans l'enquête. La voisine décrit un homme de dos qui portait une veste genre veste en tweed, légèrement dégarnie, avec des cheveux grisonnants. Elle donne une vague précision sur l'âge, entre 40 et 50 ans. Voilà ce qu'elle peut dire sur la personne qu'elle a aperçue. De dos. Donc, Ce qu'il faut comprendre, c'est que... Maître Frédéric David, avocat de la famille. En 86, l'ADN, il n'y en a pas. Enfin, on ne sait pas ce que c'est. C'est dire si, globalement, en termes de technique scientifique, c'était pauvre. Au regard des constatations, notamment du sang qui est dans l'escalier, mais aussi à la cave du couple, où il y a une très très grande quantité de sang, c'est que l'agresseur a forcément porté ou traîné le corps dans les escaliers, laissé
le corps d'en se réduit un laps de temps, en tout cas un laps de temps suffisant pour lui permettre de regagner sa voiture qu'il avait de toute évidence garée derrière l'immeuble, à cul de la porte de sortie de derrière de l'immeuble, pour pouvoir charger le corps et ensuite l'amener et le faire disparaître. Ça peut faire penser à quelque chose de préparé, comme si quelqu'un avait attendu, avait passé du temps à repérer les allées et venues dans l'immeuble. Parce qu'à cette heure-là, il n'y a pas grand monde. Et surtout, personne ne se méfie de quoi que ce soit à 8 heures du matin. Personne. Les gens ont peur du noir. Ils n'ont pas peur du matin. C'est comme ça. On s'est posé tous des questions. René Saint-Blanca, beau-frère de Martine. De toute façon, dans ces moments-là, tout le monde se regarde en chien de faïence. Il ne faut pas se cacher. C'est vrai que nous avons aussi pensé au compagnon de Martine, à Thierry, qui, bon, on s'est dit, tiens, Thierry, il était dans tous ses états, mais on a dit, qu'est-ce qui a pu se passer? Est-ce que vous vous êtes disputés? Disons, Thierry est inquiété, c'est normal. Sur le moment, ils vont enquêter. Hein, ils vont... Thierry Milicevic, petit ami de Martine en 1986. Ils m'ont tout chronométré par rapport à chez moi, à l'arrêt de bus et beaucoup de choses, et questionné du côté de mon travail. C'est normal. Je veux dire, les témoignages de mon travail, je suis présent là-bas sur la journée. Son emploi du temps, tout collé, vraiment. Il a été très vite écarté de tout ça. Pendant les années qui ont suivi... René Grandot, journaliste à la Dépêche du Midi en 1986. L'affaire de Martine Escadéas a mobilisé une partie de la section de recherche. Les enquêteurs sont vraiment accrochés à cette affaire. Ils l'ont jamais lâchée d'ailleurs. Ils l'ont jamais lâchée. Une des hypothèses avancées par les enquêteurs de la gendarmerie, ça peut être un enlèvement suivi d'une prostitution forcée. Bon. Dans le genre traite des blanches. Donc, ça les amène à enquêter sur la Costa Brava en Espagne, côté côte, donc Playa de Haro, Cadaqués, tout ce secteur, disons, touristique, hein, et à Barcelone, notamment dans les quartiers chauds de Barcelone, où il peut y avoir effectivement des cas de séquestration liés à la prostitution. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais ces recherches n'aboutissent à rien. On commence à parler de... Thierry Milicevic, petit ami de Martine en 1986. Qu'elle était partie pour la prostitution, qu'ils l'ont vue en Espagne. Comment dire, ce monde-là, j'avais du mal à le comprendre parce que pendant tout ce temps, l'enquête n'avançait pas. Puis moi, après, j'ai perdu espoir parce que tout ça, c'était atroce. Il fallait que je m'en sorte parce que c'était trop. Mais je me suis accroché dans le sens, parce que comme on vivait ensemble, on a un compte commun, j'ai jamais touché l'argent sur le compte. J'avais toujours peut-être espoir qu'elle se serve de la carte bleue, du chèque ou n'importe quoi. Toujours l'espoir peut-être qu'elle revienne. On s'est dit, il ne faut pas changer de téléphone, on ne sait jamais. Simone Escadéas, sœur de Martine. Parce qu'il n'y avait pas les portables à l'époque, on avait toutes des fixes, toute la famille. On se disait peut-être qu'elle va nous appeler, il ne faut surtout pas changer de téléphone, elle va revenir. On s'était dit qu'elle allait revenir, on y croyait. Pendant des années, on y a cru. L'ordonnance de non-lieu... Maître Frédéric David, avocat de la famille. Elle a un impact absolument terrible pour eux parce que le dossier est fermé, l'enquête est close, et que pour eux, ça veut dire circuler, il n'y a plus rien à voir, quoi. Trois ans ont passé depuis la disparition de Martine Escadéas. Nous sommes en 1989. Les grands moyens ont été déployés pour retrouver son corps. Cette année-là, c'est le coup de massue pour la famille. Le dossier est refermé. Mais il se trouve que dans cette affaire, c'est la télévision qui a permis de relancer l'enquête. Ils décident,
et certainement sous l'impulsion de René Semblanca, l'époux de Nicole Escadellas, que non, il n'y a pas de renoncement possible. Donc ils vont aller faire le pied de grue dans les locaux des gendarmes de Toulouse. J'étais un petit peu le 9e homme de la gendarmerie à Ramonville. René Semblanca, beau-frère de Martine. Pour tout vous dire, on m'envoyait un petit peu sur les roses. J'étais tout le temps là pour savoir. C'est pas que je sois fouineur, mais je voulais savoir. Et je pense que dans des cas comme ça, il ne faut pas baisser les bras. Il faut toujours être présent. Donc il s'est lié un petit peu d'amitié pour certains enquêteurs. Nicole Semblanca, sœur de Martine. Et de ce fait, on n'a jamais lâché l'affaire. Il faut continuer à se battre, aller voir les enquêteurs. Si on n'est pas là derrière eux pour toujours leur dire il faut y aller, on n'en serait pas là aujourd'hui. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Guillaume Maury. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Mona Delahaye, avec la voix de Julie Drey.